8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, vous êtes médecin, vous travaillez à l'hôpital, vous vivez à Paris et vous êtes la mère d'Elias. Le 24 janvier dernier, en sortant de son entraînement de foot, votre fils Elias, qui avait 14 ans, a été attaqué à coups de machette et de hachette par deux jeunes de 16 et 17 ans qui lui demandaient son portable. L'aorte est touchée. Elias est mort des suites de ses blessures le lendemain. Ces deux jeunes, ils étaient connus de la police, ils avaient déjà été présentés à des juges, ils avaient l'interdiction officielle de rentrer en contact, mais ils étaient ensemble et ils habitaient même dans la même résidence. La France entière a été bouleversée par la mort de votre fils Elias. Nous sommes ensemble, toutes les deux, jusqu'à 9h30, parce que un peu plus de 4 mois après la mort de votre fils, vous avez décidé de parler, une fois, de dire tout ce que vous avez sur le cœur, au nom d'Elias, mais je le précise aussi au nom de toute votre famille, du père d'Elias, de ses frères et sœurs, de ses grands-parents, de ses amis. Et ce matin, vous allez donc d'abord nous raconter cette journée, le 24 janvier dernier, et celles qui ont suivi. Vous allez aussi nous parler d'Elias. Et puis vous allez ensuite tenter de tirer le fil de ces questions qui vous hantent. Pourquoi ? Comment ? Qui ? Les responsabilités, les lâchetés, les dénis, les dysfonctionnements et la mort d'un enfant. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, je vous remercie de me recevoir. Je voudrais juste dire, avant de commencer, je voudrais dire à mon fils aîné et à ma fille aînée qui ont 24 et 21 ans, je voudrais leur dire que je les aime plus que tout au monde, qu'aujourd'hui je suis là pour parler de leur petit frère Elias, pour le défendre, mais je ne voudrais pas qu'ils doutent de l'amour que j'ai pour eux et du fait que je continuerai de m'occuper d'eux. Ce n'est pas parce que je viens parler et que je reparle d'Elias que je ne m'occuperai pas d'eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire en introduction. C'est dit. Stéphanie, le 24 janvier dernier, 19h45, c'est l'heure où Elias vous appelait souvent en sortant de son entraînement de foot. Et ce jour-là, ce n'est pas Elias qui vous appelle, c'est son meilleur ami. Qu'est-ce qu'il vous dit et qu'est-ce qu'il se passe ? Le meilleur ami d'Elias m'appelle pour me dire que Elias est à terre et qu'il a pris un coup de lame. Donc je travaille pas très loin, puisque c'est notre rituel. Je travaille pas loin. Le vendredi en fin de journée, je finis tard ma consultation. Et donc j'ai pu, grâce à cet appel, arriver tout de suite. Et au moment où je suis arrivée, il y avait déjà les policiers, déjà les secours, déjà les médecins du SAMU. Et ce qui a été frappant, ce que je n'imaginais pas, c'est que le meilleur ami d'Elias a tout de suite dit le mot machette. C'est un mot qui est très violent, que j'ai pas réussi à entendre au départ, ni les policiers. Ça semble impossible, inentendable, le mot machette, et pourtant c'était la réalité. Et de cette réalité, de ce coup de machette qui est porté au thorax. Le thorax, tous les organes vitaux sont au niveau du thorax. Donc, pour moi, ces deux individus, en poignardant Elias au thorax, c'est une volonté de donner la mort. Poignarder un enfant dans un mollet, imaginons, ce n'est pas la même chose que le thorax. Vous l'avez dit, au niveau du thorax, il y a le cœur et l'aorte. Et en l'occurrence, une plaie transfixiante de l'aorte, malgré une prise en charge chirurgicale, technique, exemplaire pendant toute une partie de la nuit, une telle plaie thoracique ne laisse aucune chance à Elias de s'en sortir. On entend d'ailleurs la mère, mais la médecin. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur les lieux, vous comprenez tout de suite. Non, je ne comprends pas tout de suite personne ne comprend tout de suite parce que le mot machette, on n'arrive pas à l'intégrer. Et qu'en fait, la plaie d'Elias, elle semble superficielle. Elias, en fait, il a parlé au départ. Il s'est effondré ensuite. Moi, quand j'arrive, il est effondré, il est au sol. Mais on ne comprend pas bien pourquoi finalement une plaie superficielle semble autant l'altérer. En sachant que quand j'arrive, le fait que le meilleur ami d'Elias ait eu le courage, parce que c'est un jeune homme courageux, il deviendra un homme très courageux. Ce jeune homme a eu le temps de m'appeler, de soigner Elias, de rester près d'Elias, d'appeler les secours, d'appeler la police. En fait, Elias, il est à terre, mais il respire. Il respire doucement. Ça me permet de me mettre à côté de lui. Vous vous allongez à ses côtés. Je m'allonge à ses côtés. Je m'allonge à côté de mon enfant, je lui parle, je le rassure. Et en fait, on n'imagine pas ce qui va se passer. Lui est calme, il respire difficilement. Et en fait,
dès qu'il va être transporté dans le camion du SAMU, son état va se dégrader. Son état va se dégrader parce qu'en fait, il y a une hémorragie interne qui est en train de se constituer. Et après, en fait, il va faire des arrêts cardiaques répétés. On va aller très vite à l'hôpital Necker où tout le monde sera présent, toutes les équipes de réanimation, de chirurgie. Et en fait, tout le monde va faire tout ce qu'il peut pour réparer de la plaie de l'aorte, et ça va être fait. Sauf que dans la nuit, l'état biologique d'Elias va se dégrader. Et en fait, je voudrais en profiter pour remercier toute l'équipe de Necker et surtout le réanimateur qui était avec nous cette nuit, le docteur Mathieu Ben David, qui nous a laissé toute la nuit auprès de notre fils. C'est-à-dire que lui, il gérait, il faisait son travail. Et le fait d'être le papa d'Elias et moi toute la nuit autour de notre enfant, de pouvoir lui parler toujours, même s'il était intubé et ventilé, ça nous a permis d'être près de lui et surtout de comprendre qu'Elias ne répondait pas au traitement, que ça ne marchait pas, que les culots globulaires faisaient qu'il ne répondait pas au traitement. Stéphanie, quand vous arrivez sur place, qu'Elias est donc à terre, qui respire difficilement, qu'est-ce que vous lui dites et est-ce qu'il a quelques mots à ce moment-là avec vous? Non, il n'a pas de mots pour moi. Il respire, il a du mal à respirer. Il regarde le ciel, il est allongé sur le dos. Il tourne un peu la tête vers moi, donc il est vivant, mais il est en train de se déglobuliser, c'est-à-dire qu'il est en train d'avoir une hémorragie interne, donc sa conscience est en train de s'altérer, mais il entend ce que je dis. Et le mot chance est difficile à dire parce qu'Elias n'a pas de chance. Elias n'a pas eu de chance. Mais moi, en tant que mère, j'ai la chance de pouvoir parler à mon enfant et de l'apaiser. Vous l'apaisez, vous passez ces 24 heures à ne jamais le quitter, oui. À être auprès de lui, comme vous le dites, dans la chambre d'hôpital. Que vous raconte le meilleur ami, celui dont vous dites qu'il a fait face? Il raconte tout simplement 2 adolescents parisiens qui sont les meilleurs amis, qui sortent comme tous les Parisiens de 14-15 ans qui jouent au foot. Ils sortent de leur entraînement, ils parlent de la vie d'élèves de 3e et ils vont prendre leur Vélib. Et en fait, tous les vendredis, il y avait une discussion sur est-ce qu'ils ont le droit ou pas d'aller dîner tous les deux, ou est-ce qu'ils rentrent à la maison. Voilà, c'était un accord entre nous et une liberté que je lui ai accordée d'un petit plaisir du vendredi soir. Le plaisir du vendredi soir, le fait qu'ils se parlent. Il vous raconte la scène puisqu'il a assisté à l'intégralité de la scène. Qu'est-ce qu'il vous dit? En fait, ce qu'il nous dit, et c'est le premier point où vous perdez la raison. Les policiers de la BAC sont là très rapidement. Lui vous dit il a été attaqué par une machette. À ce moment-là, il y avait une passante qui était là. Et en fait, les policiers de la BAC sortent leur téléphone portable et font défiler des photos. Et c'est assez improbable. La passante qui est là dit « Mais je les connais, ils habitent là, ils sont là ». Donc, le premier élément sur lequel votre fils est à terre, il a pris un coup de lame. Les 2 délinquants, les 2 individus sont archi connus de la police. Laurent Nunez, le lendemain, sur notre antenne, a dit qu'ils étaient tellement connus que ces équipes, dès qu'ils ont su le drame, ont immédiatement fait le rapprochement avec ces 2 jeunes. Oui, c'est désarçonnant. C'est désarçonnant, c'est-à-dire que il y a une espèce... c'est désarçonnant pas pour la police, pas pour la... Enfin, en fait, ce qu'il va falloir mettre en lumière, c'est le travail des policiers, le travail de la BAC, le travail de la police judiciaire qui écopent. Eux, ils écopent une société qui est en train de prendre l'eau. C'est-à-dire qu'ils les connaissent, les délinquants. Ils passent leur temps à les attraper, à les mettre en détention. Et il y a des jugements qui sont rendus, qui font ces délinquants sont remis en liberté. Ce que vous avez découvert, Stéphanie, en fait, vous aviez votre vie quotidienne de
de gens qui bossent, qui vont travailler, vous à l'hôpital, le père lui-même est chirurgien, vos enfants, votre vie quotidienne, le vendredi soir, l'entraînement de foot de votre fils, votre agenda, votre vie. Vous êtes par ailleurs engagé dans la société en tant que médecin, vous pensez que les choses fonctionnent à peu près. Et la mort d'Elias, c'est tous ces fils qui presque sont tirés un par un devant vous, par les policiers, les enquêteurs, et le sol se dérobe sous vos pieds une deuxième fois. Est-ce que je peux le dire comme ça? Vous pouvez le dire comme ça. En fait, c'est mes valeurs. C'est nos valeurs. Nous sommes chirurgiens et médecins. Nous avons fait des études de médecine. Nous travaillons dans les hôpitaux. On a un esprit engagé, citoyen, altruiste. Enfin, on soigne les gens. On croit en la société. Et là, nos valeurs, depuis la mort d'Elias, en plus de la mort d'Elias et de l'absence d'Elias, on voit toutes nos valeurs s'effondrer. Pas les valeurs de la police, au contraire. Nous, on a découvert une équipe, enfin la 3e DPJ est une équipe sous le commandement du commandant Pierrick Guillaume qui est formidable. En fait, on découvre aussi la rapidité d'intervention de la BAC, on découvre des hommes et des femmes qui sont rigoureux, qui, comme les médecins, manquent de moyens, mais qui finalement font leur travail avec humanité, rigueur, autorité, lorsqu'ils vont interroger les 2 individus. Mais c'est des personnes qui travaillent rigoureusement, et ça, c'est quelque chose qu'on découvre. Les dysfonctionnements, ils sont en amont. On va y revenir tout à l'heure parce que vous avez réfléchi très précisément et vous avez des questions très précises. Oui. Vous dites 4 mois après, j'attends des réponses. Vous avez écrit cette lettre le jour de la fête des mères où effectivement vous demandez qui s'est moqué d'Elias. Donc on va reprendre point par point. Mais je voudrais d'abord que vous nous parliez d'Elias. Je voudrais qu'on puisse parler d'Elias ce matin. Parce que vous nous dites, dans cette lettre, vous le dites, c'est un garçon qui m'appelait, qui disait coucou maman, qui m'appelait pour me dire je viens dîner ce soir, qui vous laissait des petits mots. C'est un garçon sportif, on le voit. Vous dites c'est un fils, un frère, un copain, un petit-fils, un amoureux. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Elias ? La particularité, en dehors du fait qu'Elias soit un garçon de 14 ans, un collégien et un joueur de foot, Elias a une qualité que finalement assez peu de personnes ont, notamment au moment de l'enfance et de l'adolescence. C'est un enfant qu'on aime, parce qu'il est joyeux, parce qu'il est heureux, parce que des fois il s'énerve, parce qu'il a des principes d'un garçon de 14 ou 15 ans. Mais en fait, il a une particularité, c'est qu'il est aimant. En fait, il aime les gens. Il nous aime. Et c'est quelque chose de très particulier, d'avoir un enfant aimant. Il donne de l'affection aux autres, il donne de l'importance à sa famille, il aime sa petite amie, à qui il offre des fleurs, tout simplement, à qui il lui paye le burger quand ils vont manger tous les deux. C'est un enfant qui est attentionné. Et quand on est parents et grands-parents, c'est très, très surprenant. Quand mon père, donc son grand-père, lors de l'enterrement, a fait le discours pour Elias, à la fin du discours, il a dit « Elias, aime-nous encore ». C'est-à-dire que Elias a une vie merveilleuse, 14 années où il a été très heureux, joyeux. Dans l'absence d'Elias, il y a ce manque d'amour qu'il nous donnait aussi. Et je crois que Elias avait évidemment des défauts, mais il avait cette grande qualité d'aimer les autres. Et cet amour qu'il avait pour nous, pour beaucoup de personnes, cet amour nous manque. Cet amour vous manque. Elias, donc, qui avait 14 ans, qui était en 3e au lycée Montaigne, qui était membre d'un club de foot. Oui. Donc on y reviendra parce que j'ai senti, et je voudrais le dire ce matin à tous ceux qui nous écoutent sur RMC, qui nous regardent sur BFM TV, Stéphanie, vous, la mère d'Elias, vous avez à cœur que votre message, lorsque vous le dites aussi avec vos mots, quand vous dites nos valeurs se sont
ébranlée, que votre message soit universel. Vous êtes une femme française, une mère engagée dans la société aujourd'hui. Votre message, c'est celui d'une mère, mais c'est aussi celui d'une citoyenne. Et vous avez réussi en quelque sorte, et c'était d'ailleurs très frappant dans cette lettre, et c'est encore frappant dans vos mots aujourd'hui, à maintenir ces deux pans de ce que vous êtes et de ce qu'est votre famille. Pour nous, le père d'Elias et moi, si à travers lui je parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a un sens aigu du devoir. Et là, on se doit de parler d'Elias, mais de parler aussi de la société qui nous entoure. Et donc, comme vous le dites, je parle comme une citoyenne et je ne parle pas uniquement d'Elias, adolescent parisien qui sort de son entraînement de foot. Il y a à peu près 1 million de licenciés de moins de 18 ans en France qui jouent au foot, filles et garçons. Donc, il y a 1 million de jeunes qui peuvent être en danger lorsqu'ils sortent de leur entraînement de foot. Donc, nous aimerions, en tant que parents, notre fils est mort. On est lucide, on sait qu'il ne va pas ressusciter, mais nous, ce qu'on veut, c'est protéger par notre message, réveiller les consciences et protéger les vivants, protéger tous ces joueurs de foot et joueuses de foot qui vont rentrer de leur entraînement et qui ne peuvent pas mourir tués par des barbares qui sont armés. C'est pas un couteau, ils sont armés d'une machette et d'une hachette. Donc c'est pas possible d'entendre ça, c'est pas possible de laisser perdurer ces actions. On va prendre le temps de parler effectivement du parcours judiciaire, pourtant déjà très long, mais on le voit avec la mort d'Elias, qui a empêché que ces deux jeunes commettent l'irréparable. Lorsque vous prenez le temps de redire les mots machette et hachette, pour vous c'est important de le dire. Je précise même, et d'ailleurs j'ai immédiatement regardé, et j'invite ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent à le regarder aussi. La machette en question, elle s'appelle Zombie Dead. C'est une machette que l'on peut trouver sur Internet, que ce jeune s'est acheté sur Internet. Il s'agit d'une lame de 40 cm de long. Pourquoi vous insistez? Parce qu'aussi, pour vous, ça n'est pas un fait divers, ça n'est pas une situation qui tourne mal. Ce n'est pas un jeune qui, en sortant de chez lui, mettrait juste un couteau dans sa poche et, à la faveur d'une bagarre, sortirait un couteau. Une machette dont la lame fait 40 cm, dont le nom s'appelle Zombie Dead, il y a une intention. Quand on se promène avec une machette, avec une hachette, la hachette en question, c'est une sorte de petite hache qui est vraiment extrêmement impressionnante, qui, elle, n'a pas servi à tuer Elias, puisque c'est la machette qui l'a tué, mais la hachette a servi à l'intimider également. Pour vous, c'est important et on ne peut pas minimiser et ne pas dire les mots. On ne peut pas. Pourtant, alors c'est très douloureux. Hein. C'est quand vous êtes en réunion avec la 3e DPJ, et même si vous avez entendu le mot machette, mais lorsque 3 jours après les faits, le commandant Pierrick Guillaume vous confirme que les 2 armes retrouvées sont une machette et une hachette, c'est très violent. Ça témoigne d'une barbarie, c'est-à-dire que ces 2 individus ne sont pas juste 2 jeunes délinquants, c'est des barbares. C'est-à-dire que c'est pas un gros mot de dire barbare, c'est une définition. Les mots ont un sens. Sortir pour tous les vendredis soirs, décider de voler des jeunes armés d'une machette et d'une hachette, c'est des barbares. Je précise que le meurtrier présumé, donc qui a 16 ans, est cité dans une quinzaine d'affaires de racket selon la police. Et lorsqu'il est en garde à vue quelques jours après la mort d'Elias, il reconnaît 1 à 2 raquettes par semaine. Et il a ces mots: j'ai rentré ma lame au niveau de son épaule, mais j'ai pas tout rentré. Au début, je voulais juste déchirer son manteau, mais c'est rentré bizarre, je n'ai pas compris. Le confrère lui-même a enchaîné, je cite, les bêtises. Et mes confrères du Parisien, après enquête, disent
qu'il avait tant enchaîné les bêtises, entre guillemets, qu'en 2022, il est renvoyé en Afrique où vit une partie de sa famille pour être éloigné, mais de retour en France, il retombe donc dans la délinquance. Exceptionnellement, le face-à-face jusqu'à 9h30 ce matin avec vous, Stéphanie. Pour ceux qui nous rejoignent, je le reprécise, vous êtes médecin, vous travaillez à l'hôpital, vous vivez à Paris, vous êtes la mère d'Elias. Elias, qui est donc ce jeune homme de 14 ans qui a été attaqué à coups de machette et de hachette le 24 janvier dernier et qui est mort de ses blessures le lendemain. Il sortait de son entraînement de foot. Vous avez parlé d'Elias, vous nous avez raconté cette journée. Et puis, il y a toutes ces questions qui vous hantent. Depuis 4 mois, j'attends des réponses. Je ne vois rien venir. Qui s'est moqué d'Elias? Vos questions, elles sont très précises. Et il y a plusieurs points que vous listez dans la lettre que vous avez écrite le jour de la fête des mères. Qui s'est moqué d'Elias? Ces 2 adolescents de 16 et 17 ans, en toute impunité. Cette mère qui n'a pas jugé bon de sécuriser les abords du stade qu'elle savait mal fréquenter, les médias qui n'ont pas eu l'honnêteté d'écrire les mots hachette ou machette, les juges des enfants qui ordonnent à 2 reprises une interdiction d'entrer en contact de 2 délinquants mais sans même vérifier leurs adresses et s'apercevoir qu'ils habitent dans la même résidence, les différents ministres de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Justice, de l'Intérieur qui n'ont pas pris les mesures. On va prendre le temps pour chacun de ces points, mais je voudrais d'abord comprendre et savoir si depuis cette lettre que vous avez donc écrite il y a plus de 2 semaines, vous avez eu la moindre réponse. Nous avions rencontré Gérald Darmanin quelques jours après la mort d'Elias, qui avait pris l'engagement auprès de nous de mettre en place une commission d'inspection pour savoir s'il y avait eu des failles dans les différentes prises de décisions judiciaires. Et nous savons que cette commission d'enquête, cette commission d'inspection sera rendue au mois de septembre. Donc Gérald Darmanin qui répond à notre attente et nous espérons avoir des réponses dans cette commission d'inspection. La justice d'abord. Vous dites, Elias est mort en raison d'une impunité dans laquelle se sont sentis 2 mineurs malgré une prise en charge éducative et pénale. Si la justice doit être éducative, elle doit demeurer également répressive et protectrice des droits de chacun. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et qu'est-ce que vous avez découvert de tout ce dysfonctionnement-là? En préambule, je voudrais dire que le père d'Elias et moi, nous ne sommes pas en colère. Nous ne sommes pas rongés par la haine. Nous voulons des réponses, nous voulons des explications. Lorsque nous sommes avec nos avocats et que nous voyons successivement tous les délits, tous les vols avec violence réitérés depuis 2021 et qu'en 2023 et 2024, la décision des juges des affaires familiales est une mesure de non-regroupement, alors que tout simplement, si vous prenez un téléphone, une carte, vous notez leurs adresses, ils habitent. L'adresse n'est pas la même, mais ils habitent dans la même résidence. Les juges nous expliquent en permanence qu'ils n'ont pas de moyens. Nous sommes médecins et chirurgiens, nous n'avons pas de moyens. Nous allons à la 3e DPJ, ils n'ont pas de moyens. Ils ont une imprimante par étage. Les juges des affaires familiales, lorsqu'ils prennent cette décision, ce n'est pas un manque de moyens, c'est un manque de lucidité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se moquer de nous. On ne peut pas dire on n'a pas les moyens. Tout le monde a les moyens de prendre une carte et de vérifier que la mesure qu'on a déjà prise une fois n'a pas marché. Et quand on la reprend la 2e fois, on ne peut pas dire à 2 barbares ne rentrez pas en contact quand ils habitent dans la même résidence. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est qu'on nous explique. Nous avons besoin d'avoir les argumentaires des juges que nous n'avons toujours pas. Vous n'avez pas eu les argumentaires des juges. Vous ne savez pas pourquoi, après tous ces délits, non, après toutes ces rencontres non, avec la police, avec la justice, après une première demande de ne pas rentrer en contact, elle est réitérée malgré la proximité géographique. Mes confrères du journal L'Humanité, ont même mené l'enquête et dit que de manière, je cite L'Humanité, de façon systématique, les adolescents ne répondaient jamais aux convocations des éducateurs et de la PJJ, puisqu'ils étaient suivis en principe par la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ,
Donc ils ne répondaient pas aux convocations, en plus du fait qu'ils étaient en permanence vus ensemble. Et en dépit de ces refus, je cite encore l'Humanité, ils n'avaient pas pour autant été intégrés à des programmes plus contraignants du type centre éducatif fermé. Vous n'avez pas eu de réponse sur ces points? Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse nous n'avons pas l'argumentaire du mois de novembre 2024. Donc on est en juin 2025. Pardon. On n'a toujours pas d'explication. En fait, je vais faire un parallèle. C'est comme si le pédiatre de ces juges pour enfants, voyait leur enfant, leur adolescent, le voyait en consultation, posait un diagnostic et envoyait 9 mois après l'ordonnance de traitement. Ça n'a pas de sens. C'est pas un manque de moyens. Ce document, a priori, il est en attente de signature. Ce n'est pas des manques de moyens, c'est signer un document, donner ce document. Si je vous vois en consultation, si vous êtes hospitalisé dans mon service, que je ne souhaite pas, quand vous allez sortir du service, on va vous donner votre compte-rendu d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'il y a une exigence envers la médecine et la chirurgie au quotidien que les juges n'ont pas. Et pour nous, ça signifie 2 choses. Soit on nous cache quelque chose, on nous cache une erreur judiciaire, ou alors la justice est injuste avec les victimes, et les victimes n'existent pas aux yeux de la justice. Vous vous êtes senti, de ce point de vue-là, vous avez dit, j'ai rencontré une justice qui est extrêmement attentive aux coupables présumés. Oui. Mais vous parlez beaucoup des policiers qui se sont occupés de vous, oui. Qui continuent à vous accompagner au fur et à mesure des données de l'enquête. Est-ce que vous avez pu parler à des juges? Est-ce que des juges pour enfants vous ont vu? Est-ce que vous avez pu avoir ces échanges-là? Non. Alors, on a bien compris le principe de l'indépendance de la magistrature. On a bien compris ce principe-là. Néanmoins, nous, on estime que les victimes ont le droit à des explications et des argumentaires. D'ailleurs, on va peut-être comprendre leur argumentaire, mais en fait, ils n'ont pas de responsabilité face aux victimes. C'est-à-dire qu'en médecine, il y a des réunions entre nous pour, si on a l'impression qu'il y a eu un dysfonctionnement, qu'on aurait pu faire mieux, entre nous, médecins. Vous avez régulièrement des bilans? Des RMM, des revues de morbimortalité. On a aussi le devoir, lorsqu'il y a de rencontrer les familles, de leur expliquer les décisions qu'on a prises. On passe du temps et il y a des médiations, des commissions de médiation avec les relations patients où on est face aux patients, où on leur explique. Et d'ailleurs, quand on explique une décision médicale, on peut le comprendre. On a l'impression, nous, que les juges, ils n'écoutent pas les victimes. On a l'impression, et on se trompe peut-être que la décision qu'ils ont prise au mois de novembre, elle est fantastique. Peut-être que ces décisions, elle est pertinente. Peut-être que c'est limpide de relâcher des barbares dans la nature et de dire on verra bien au mois de juin. Ça, c'est par principe que vous le dites. C'est par principe. Évidemment, c'est par principe. Mais on se doit d'écouter les victimes. Et je pense que malgré l'indépendance de la magistrature, les juges se doivent de rencontrer les familles et d'expliquer leur argumentaire, surtout quand leur enfant est mort, poignardé par une machette et une hachette par 2 individus multirécidivistes, archi-connus, et qu'ils agissent depuis 2021 en toute impunité. Ça veut bien dire que les mesures éducatives qu'on respecte ne marchent pas à un moment. Et donc, à un moment, il faut une autorité. Quand vous dites effectivement ça ne marche pas, nous espérons que les juges, à un moment ou un autre, nous donneront les explications, la justification. Je précise donc que les 2 jeunes ont été interpellés, qu'ils sont aujourd'hui mis en examen. L'un pour extorsion avec violence ayant entraîné la mort, l'autre pour violence volontaire sur mineur sans incapacité pour les violences contre le meilleur ami d'Elias. Ils ont été placés en détention provisoire. Est-ce qu'ils y sont toujours d'ailleurs, vous le savez? Oui. Et ils risquent 15 ans de réclusion criminelle, 30 ans si l'excuse de minorité n'était pas retenue. Qu'est-ce que vous attendez de la justice
aujourd'hui? On a compris ce qu'il n'avait pas fait, mais qu'est-ce que vous attendez de la justice aujourd'hui? Que la justice soit juste, que la justice défende enfin Elias. Il y a les politiques. Oui. Vous en avez rencontré quelques-uns qui ont soit d'eux-mêmes souhaité vous rencontrer, soit vous-même vous avez été vers eux. Je voudrais qu'on commence par la maire du quartier, parce que c'est aussi quelque chose qui s'est passé localement, dans un endroit où d'autres familles avaient déjà été confrontées, heureusement pour eux, pas à la mort de leur enfant, mais à des raquettes, à des violences, à des intimidations. Les éducateurs d'un autre club de foot avaient identifié un petit groupe de jeunes qui étaient plutôt dans l'agression verbale vis-à-vis des joueurs. Voilà ce que dit la maire du 14e juste après la mort d'Elias. Toujours les mêmes, on a réuni le club de prévention spécialisé, le commissariat, la police municipale. Chacun a fait son travail, a dit la maire du 14e. Toutes les équipes locales ont fait le boulot, justement pour éviter qu'il se passe quelque chose de grave. Des plaintes avaient été déposées par des familles et ces jeunes avaient fait l'objet de contrôles et de mesures judiciaires. Est-ce que vous pouvez entendre ça? Nous ne pouvons pas entendre ça et je ne souhaite pas prendre du temps pour parler de Karine Petit, qui est pour moi une femme, pour le père d'Elias et moi, une femme inconséquente et inadaptée. Karine Petit, c'est la maire Europe Écologie Les Verts du 14e. Je comprends que vous ne voulez pas en dire plus, tant ça vous paraît difficile, incompréhensible. Les politiques eux-mêmes, il y a eu cette loi sur la justice des mineurs qui a été adoptée, qu'on appelle la loi Attal, oui, qui effectivement revient notamment sur cette question, au fond ce que vous disiez à l'instant, y compris en tant que médecin, lorsque vous dites, moi, lorsque je vois en consultation, le patient repart avec le diagnostic et l'ordonnance, ça c'est le problème de la césure, ce qu'on appelle la césure dans la justice des mineurs. Je le répète ici, mais on en a énormément parlé juste après la mort de votre fils, qui a précisément montré cela. Les deux jeunes en question, qui étaient donc multirécidivistes, étaient déjà passés plusieurs fois devant des juges, mais ils avaient notamment eu la première comparution, qu'on appelle la comparution de culpabilité. Ils avaient donc été jugés coupables. Oui. Ça, c'est en octobre. Mais en revanche, ils n'avaient pas encore été sanctionnés. Ça devait être le 5 juin dernier, donc il y a quelques jours. Ils étaient dans ce moment entre deux, où normalement ils sont coupables, mais pas encore punis. Ça vous paraît impossible qu'il y ait c'est-à-dire dans votre chair, j'allais dire, dans la chair d'Elias, mais dans votre chair de mère, vous ne pouvez pas comprendre que l'on distingue la culpabilité et la peine. Alors, je voudrais remercier Gabriel Attal qui a porté cette loi en tant que député, et j'aimerais aussi remercier profondément la sénatrice Marie-Claire Carrère-Gé qui s'est battue également au Sénat pour porter cette loi. En ce qui concerne la césure, très simplement, en tant que parent, et je crois que vous êtes mère de 4 enfants, lorsque votre enfant fait une bêtise, vous lui dites: tu fais une bêtise, s'il refait cette bêtise, s'il revient à 20h alors qu'il devait rentrer à 20h30 alors qu'il devait rentrer à 20h, il est puni une fois, il est puni 2 fois. À aucun moment, on lui dit, et tu sortiras plus vendredi prochain, à aucun moment, vous lui dites, dans 9 mois, on en reparle et on verra si on te punit. Ce concept de la césure, en tant que parent, en tant que citoyen, en tant que... ça nous semble... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui va se passer pendant ces 9 mois. La seule chose qui se passe pendant ces 9 mois, c'est donner un sentiment d'impuissance à ces adolescents. Ils vont pouvoir continuer sans aucun problème à se promener avec une machette, une hachette, à continuer de voler des jeunes et puis à un moment de les tuer parce qu'ils sont barbares, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas civilisés, ils n'ont pas compris ce qu'était l'être humain, ils s'en fichent de ce qu'est un être humain, un adolescent. Vous dites le mot barbare, vous le savez parce que vous êtes, comme je le disais, très engagé dans la société, dans votre époque. Vous savez que ce mot barbare, il a provoqué une polémique lorsqu'il a été employé par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a parlé d'un effondrement de l'autorité et effectivement de barbare. Il a précisé qu'il s'agissait, et on peut le vérifier dans le dictionnaire, de ceux qui ne sont pas civilisés. Vous l'utilisez à dessein là, et pour vous, c'est important de le dire. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou, c'est... Les faits, les mots ont un sens. C'est-à-dire que ce sont des barbares. C'est la définition du dictionnaire.
Ils sont décivilisés. Ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas d'âme. Au sens du bien et du mal, vous voulez dire, au sens de ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire, au sens de... Ils n'ont rien. En fait, lorsque ma fille qui a 21 ans a demandé au commandement de police, elle lui a demandé, est-ce qu'ils regrettent? Est-ce qu'ils ont des frères et des sœurs? Est-ce qu'ils ont de la peine? Est-ce qu'ils ont de la peine pour nous? Le commandant de police lui a dit, on arrête. N'imagine pas ce qu'ils pensent. Ils ne pensent pas comme nous. Est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce que vous savez s'ils ont répondu quand même? Rien. Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas présenté d'excuses. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Au contraire, ils disent ils savent pas. En fait, ils poignardent un enfant. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas d'explication. Ils n'ont pas d'excuses. Donc, je pense que tout ça, ça témoigne d'une insensibilité de gens qui ne font pas partie, d'adolescents qui ne font pas partie de la société. Et ils ne doivent plus faire partie de la société. En fait, ils ne peuvent pas vivre avec nous. C'est-à-dire que vous ne pensez pas, vous ne croyez plus à la possibilité de vivre ensemble? Non, je pense qu'ils mettront en danger d'autres enfants. C'est un problème d'éducation, c'est un problème. Vous posez la question d'ailleurs, hein, vous dites il y a une responsabilité des juges, des politiques qui n'ont pas vu effectivement cet ensauvagement dont vous parlez. Est-ce que vous vous inquiétez aussi de l'éducation plus globalement des jeunes aujourd'hui? Est-ce que c'est-à-dire on vous sent à la fois bouleversé et en même temps en maîtrise. Vous dites je ne suis pas en colère, mais il y a un refus. Je sens face à moi une femme qui est dans le refus. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Si vous me le permettez, je vais lire mes notes. Ce week-end, dans le journal Le Parisien, Elisabeth Borne, qui est ministre de l'Éducation nationale, nous a terriblement choqués, le père d'Elias et moi. Elle a tenu ces propos. Je la cite. « Le rapport sur le frérisme, la mort d'Elias ou les violences en marge du match du PSG choquent à juste titre les Français. Mais on ne doit ni légiférer à chaud, ni dans l'émotion. On parle, au milieu de tout ça, du meurtre d'Elias. Ce serait bien d'éviter la surenchère de mesures éculées qu'on trouve sur l'étagère à chaque actualité dramatique. On doit s'attacher à identifier les causes qui conduisent à ces faits, à apporter avec sang-froid des réponses cohérentes, efficaces et réalistes. » De qui se moque-t-on? Elisabeth Borne est ministre de l'Éducation nationale. Elle est au gouvernement depuis 2017. Elle a occupé plusieurs postes de ministre. Elle a été Premier ministre. On nous dit qu'elle est la numéro 2 du gouvernement. Elle est ministre de l'Éducation nationale. Madame Elisabeth Borne veut réfléchir, veut prendre le temps de réfléchir. Mais on n'a plus le temps de réfléchir. Le meurtre d'Elias, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Les meurtres par arme blanche, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi la mère d'Elias, c'est le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Laurent Nunez, c'est pas qu'à Paris, c'est dans toutes les villes, on le voit, on l'a vu à Crépol, on l'a vu à Dax, on l'a vu à Nantes, on le voit, c'est une réalité. En fait, on ne comprend pas comment cette femme, qui est ministre de l'Éducation nationale, qui s'occupe de notre jeunesse, est capable de prendre la parole en parlant du meurtre d'Elias et en disant tout simplement « on va réfléchir, on va prendre le temps ». En fait, on n'a plus le temps de réfléchir. Notre fils, il est mort, on le sait, mais il y a plein d'autres enfants, il y a plein d'autres adolescents. Il faut agir, il faut arrêter de réfléchir. Et je voudrais justement qu'on parle de ces autres adolescents. Vous dites, qui se moque d'un joueur de foot qui rentre d'un entraînement comme des milliers de jeunes en France? Vous pensez à tous ces jeunes qui sont à l'entraînement, qui sont dans le foot, qui sont dans ces valeurs de partage, d'équipe, de sport. Et vous dites, mais tous ces parents-là qui pourraient vivre ce qu'on vit si l'on continue à réfléchir, comme vous dites.
Le foot, c'est une famille formidable, hein. Il y a la famille, les amis, il y a les communautés religieuses, il y a les amis. Le foot, c'est un monde fantastique. Il y a un esprit d'équipe dans le foot, il y a le collectif. Et ce collectif-là, cet esprit d'équipe, jouer au foot, c'est universel. Et tout le monde joue au foot. En club ou pas en club, tout le monde joue au foot. Et on ne peut pas mettre en danger des enfants et des adolescents qui jouent au foot. Pour nous, c'est pas juste Elias qu'on aurait aimé protéger. C'est vraiment, c'est pas la mère parisienne de l'adolescent qui joue dans un club de foot parisien. C'est tous ces jeunes-là qu'on aimerait que les politiques se réveillent et agissent devant. On est obligé de le constater. Ce n'est pas un gros mot, ça va être récupéré, ce que je vais dire, mais c'est un ensauvagement. C'est une réalité. Vous êtes très inquiète de cette récupération, comme vous dites. Vous êtes très inquiète de ça. Vous ne voulez pas que votre témoignage, vous voulez que votre témoignage soit factuel. Vous voulez que vous voulez qu'on vous, voilà, qu'on vous entende, vous, la mère d'Elias, la mère d'un enfant de 14 ans qui joue au foot. Oui. Qu'est-ce que vous attendez maintenant des jours qui viennent de la justice, et qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Est-ce que vous êtes retournée travailler? Qu'est-ce que c'est votre quotidien aujourd'hui, Stéphanie, la mère d'Elias? Notre quotidien, c'est de travailler, puisqu'on a repris le travail. C'est faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire soigner des patients. Notre quotidien, c'est de continuer à voir les amis d'Elias aussi, qui nous apportent des souvenirs heureux. Ça nous permet aussi de tenir tous ensemble, parce qu'on a beaucoup de mal à tenir, et le fait d'être soudés en famille et avec le foot, ça permet, quand il y en a un qui va pas bien, quand il y en a un qui s'écroule, il y en a un autre qui le tient et qui lui dit il faut continuer. Et si j'ai quelques instants, j'aimerais remercier Luis Enrique. Luis Enrique, évidemment, parce que c'est l'entraîneur du PSG, que Elias était fan du PSG comme il était fan de l'équipe de France. Mais en fait, je voudrais remercier Luis Enrique, pas pour les paillettes qu'il nous a mis dans les yeux, mais pour le père qu'il est. En fait, Luis Enrique, par le message qu'il donne, en racontant la vie qui continue après le décès de sa fille, en fait, mes enfants, mes aînés, le père d'Elias m'envoie ces messages en me disant « Regarde, aujourd'hui, tu dis que tu survis, que tu n'y arrives pas, mais regarde Luis Enrique, regarde ce qu'il dit. Il nous montre qu'on va y arriver, qu'on doit tenir et qu'on va réussir à avoir des projets, à avancer, et que Elias sera toujours à côté de nous. » Alors voilà, en tant que mère, je remercie Luis Enrique en tant que père pour ce qu'il dit. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphanie pour votre témoignage ce matin. Merci de la confiance que vous m'avez octroyée en acceptant aussi que l'on se parle toutes les deux sur RMC et sur BFM TV. Merci à vous.